De retour sur ce plateau, merci à vous d'être restés fidèles et merci à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la deuxième partie de notre rendez-vous politique hebdomadaire. La Méditerranée est devenue un cimetière aquatique. 1000 migrants africains viennent de s'y noyer en l'espace de 10 jours. Comment arrêter le drame? Pour en parler, m'ont rejoint El Hadj Abou Gueye. Vous êtes le président de la plateforme internationale des réseaux jeunesse francophones. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Et monsieur Doudou Sidibé, vous êtes vous enseignant-chercheur, merci à vous également d'avoir accepté notre invitation pour parler de cette problématique très inquiétante pour le continent africain. Bonjour, merci de m'avoir invité. Et l'honorable Ouma Mariko est resté avec nous pour donner son point de vue par rapport à ce drame, comme je vous le disais, qui se produit dans une indifférence de plus en plus insupportable. Ils sont de milliers d'Africains à se noyer en tentant de gagner l'Europe. Mais comment comprendre et comment arrêter ce drame? Avant d'en parler avec mes invités, je vous propose ce sujet de la rédaction signé Corinne Kamdem. La Méditerranée, un tombeau à ciel ouvert. C'est une certitude pour le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La semaine du lundi 23 mai au vendredi 27 mai 2016 était la plus meurtrière depuis avril 2015, où 800 personnes avaient perdu la vie lors d'un naufrage. En effet, suite à 3 naufrages successifs qui ont eu lieu entre mercredi 25 mai et vendredi 27 mai au large de la Libye, plus de 700 migrants dont une quarantaine d'enfants ont perdu la vie. Un récent rapport d'Interpol et Europol estime à environ 800 000 le nombre de migrants en attente d'embarquement sur les côtes libyennes. Phénomène qui, selon les spécialistes, s'explique par le climat sociopolitique et économique néfaste dans les pays dont sont originaires les migrants. Dans le fond, c'est une tragédie, certes, mais ces gens considèrent, pour la plupart en tout cas, qu'ils ne peuvent plus retrouver sur place des moyens de subsistance décentes. Et donc, ils préfèrent tenter l'aventure que d'essayer d'investir dans leur pays. Il y a des pays qui sont économiquement pas très attractifs, surtout quand vous vous rendez compte des sommes quand même qu'ils engagent pour faire la traversée. C'est des sommes qui leur auraient permis à eux tous de pouvoir créer un petit commerce dans leur pays et ainsi de ne plus avoir besoin de tenter le diable à travers cette immigration-là. Le ministre de l'Intérieur italien Angelino Alfano a déclaré que l'Union européenne devait rapidement penser à mettre en place un accord avec la Libye et les autres pays africains pour remédier à ces désastres. Si pour beaucoup la traque des passeurs qui s'enrichissent avec ce commerce de la mort est primordiale, cette problématique très complexe ne peut se résoudre uniquement par le renforcement de la sécurité autour de ces côtes. La première solution, c'est, je pense, déjà d'empêcher les ressortissants des différents pays africains de vouloir coûte que coûte quitter l'Afrique pour aller en Europe. C'est lutter sérieusement contre la pauvreté, contre les problèmes de santé. En fait, décider définitivement de mettre ce continent sur les rails du développement. Toutes les mesures que nous connaissons depuis les années 60 et que nous n'avons jamais mises en place. Et avant, il y a des campagnes de sensibilisation à mener, aussi bien au niveau civique qu'au niveau social, mais aussi au niveau religieux. Vous ne pouvez pas avoir une partie de votre jeunesse qui décide de prendre le large sans les sensibiliser déjà sur les risques qu'ils prennent, parce que c'est des risques qui sont énormes, on voit le nombre de morts qu'il y a, et aussi que finalement, même quand ils vont arriver de l'autre côté, ils ne seront pas accueillis les bras ouverts. Au contraire, ils seront véritablement traités d'une manière pire que celle qu'ils ont connue dans leur pays. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés avait émis un bilan peu avant les 3 derniers naufrages qui faisait alors état de 1370 migrants et réfugiés ayant perdu la vie en Méditerranée depuis le début de l'année en tentant de rejoindre l'Europe. Depuis la fermeture de la route des Balkans, l'Italie est redevenue la principale porte d'entrée des migrants en Europe. Des drames successifs qui, selon des organisations de défense des droits humains, devraient interpeller les dirigeants africains pour l'instant encore trop muets face à un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Monsieur Gueye, vous êtes aussi le président du réseau des jeunes entrepreneurs du Sénégal. Ils sont nombreux, mais aussi de vos compatriotes, à payer des milliers de dollars pour se retrouver noyés au fond de la Méditerranée. Que vous inspire ce drame? Ben écoutez, d'abord je vous remercie pour cette invitation et vous félicite pour la qualité de cette émission qui est très très bien suivie quand même. Vous dire que ça nous rend extrêmement triste. Ça nous rend triste et je pense qu'il y a une responsabilité partagée de part et d'autre. Il y a un rôle extrêmement important à jouer du point de vue administratif, les États et nos gouvernements, mais il y a également une responsabilité chez les jeunes. La situation devrait être
étudier en profondeur pour véritablement apporter certaines réponses. Ça ne peut pas continuer comme ça. L'être humain est de nature un migrant. Et l'empêcher ce droit devient également une problématique qu'il faut prendre en compte. Donc vous pensez qu'il faut davantage d'ouverture des frontières? Mais effectivement, parce que vous savez, quand, à la limite, le fait de réduire, de limiter, d'enfreindre et d'interdire peut également inciter certains jeunes à véritablement vouloir aller découvrir. Je vous donne un exemple. Le processus d'acquisition de visa est aujourd'hui extrêmement dur et extrêmement difficile. Même les personnes qui reçoivent ces visas rencontrent d'énormes difficultés et à mon avis, cela doit être réformé, cela doit être changé. Réformé, mais pour l'instant, est-ce que ça justifie qu'on paye $4 000, $5 000 pour se retrouver noyé au fond de la Méditerranée? Monsieur Sidibé, comment sensibiliser les jeunes par rapport à ce phénomène qui prend de l'ampleur? Je pense que les gouvernements doivent prendre cette question-là en charge parce que c'est trop facile de renvoyer la balle aux pays occidentaux en disant qu'il y a un problème de visa, on ne donne pas assez de visa, etc., que l'Europe se barricade. Mais je pense que les gouvernements aussi, non seulement doivent sensibiliser, mais aller au-delà, c'est-à-dire créer des emplois. Parce qu'aujourd'hui, il fallait anticiper la poussée démographique. L'Afrique aujourd'hui compte 1 milliard d'habitants et une bonne partie, plus de la moitié, des jeunes. Et ces jeunes-là, malheureusement, ne trouvent pas d'emploi. Donc, il faut aller chercher l'emploi ailleurs. Et ils pensent qu'ils peuvent aller en Europe. À court terme, est-ce qu'il est possible de faire quelque chose pour arrêter ça? À court terme. Monsieur l'honorable Mariko, vous avez évoqué dans la première partie de notre émission l'assassinat de Muammar Kadhafi. Il le disait dans une espèce de prémonition, si vous ne me laissez pas tranquille, vous serez envahi. Aujourd'hui, il n'y a personne en Libye pour retenir les migrants. Quelle doit être aujourd'hui la solution? J'espère que M. Sarkozy, M. Cameron et Obama doivent avoir sur la conscience ces images tristes de l'Afrique. C'est pourquoi la responsabilité des jeunes, je ne l'engage pas du tout. La responsabilité, elle est partagée entre les dirigeants du Nord et du Sud. Les dirigeants du Nord et du Sud, je m'en vais vous dire une chose. Oui. On dit que c'est la misère qui pousse ces jeunes à sortir. Avant que vous ne parliez de Kadhafi, j'allais parler du cas de la Libye. La Libye recevait beaucoup de Maliens. Beaucoup de jeunes Africains qui travaillaient en Libye, qui ne partaient pas. Quelques-uns venaient vers l'Europe, mais la majeure partie restait en Libye. Parce qu'il y avait du travail en Libye. La Côte d'Ivoire recevait beaucoup de gens de la sous-région ouest africaine qui ne venaient pas du tout en Europe. Mais lorsqu'on se met à détruire les économies de ces pays-là, à entretenir des guerres, à faire des guerres dans ces différents pays-là, qui en est responsable? Ce n'est pas les jeunes. Quand vous prenez les pays africains, les dirigeants africains qui s'adonnent à des pratiques de corruption et qui ouvrent les veines de leur pays pour pousser l'extraversion de leur économie, pour continuer à maintenir l'économie de traite, mais la responsabilité est facile à situer. Mais s'il s'agit aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est que pour moi, les partis politiques doivent s'engager à réorienter l'énergie de ces jeunes-là, pas pour aller à la quête de ceci ou de cela, mais réorienter leur jeunesse pour dire qu'ils ont des responsabilités à prendre dans leur pays et de façon démocratique à s'impliquer dans la lutte politique. Mais ce n'est pas une chose facile. Ces jeunes. Oui, mais ce n'est pas une chose facile. Au-delà de cela, ce qui est encore plus triste, c'est que les dirigeants africains ne parlent pas. Mais c'est ça. Ce sont les journalistes, la société civile. Comment l'expliquer? Pourquoi ils sont muets face à un drame quand même qui interpelle la conscience? Ça s'explique dès lors que les dirigeants africains, sans coup férir, ont accepté les programmes d'ajustement structurel et se sont servis à côté des programmes d'ajustement structurel pour construire une caste de rentiers d'État. À partir de cet instant-là, ils sont en complicité avec les dirigeants européens. Monsieur Gueye, vous êtes jeune entrepreneur. Je suis jeune entrepreneur. Comment expliquer aux jeunes Sénégalais, puisque vous êtes Sénégalais, qu'avec $2 000, $3 000, on peut créer une entreprise au Sénégal? Comment leur faire comprendre qu'il faut se méfier des passeurs sans scrupules? Mais écoutez, Richard, si on manque de confiance, si on manque de repères, si on manque d'orientation stratégique, on manque d'histoire de succès, on ne peut que se dire, ben, écoutez, il faudrait partir, il faudrait bouger. Et ce qui est extrêmement important, c'est que ces jeunes qui s'adonnent à la migration, ils ne sont pas tous chômeurs. Il y en a qui ils sont bien formés. Exactement, il y en a qui sont très bien formés, d'autres ont déjà leur petite entreprise. Mais le pourquoi?
Mais il y a un réseau de passeurs. C'est extrêmement rare, moi, que je vois que la presse, pour que les gens disent des passeurs ont été arrêtés et traduits en justice. Il y a un système économique derrière. Mais d'où est-ce qu'ils prennent ces bateaux, ces gilets de sauvetage, tout ce matériel dont les migrants utilisent pour traverser? C'est une économie. Mais qui sont ces gens qui bénéficient de cette économie-là? Je pense que nos États, Frontex a des limites, qui est en train de sauver des vies, certes, mais également tout cet argent-là qui est destiné à Frontex, une partie devrait être orientée vers la quête de ces passeurs qui sont également les premiers responsables de ces meurtres, qui soient arrêtés et traduits en justice. Monsieur Sidibé, que doit faire l'Union africaine ou l'ensemble des chefs d'État du continent pour arrêter ce drame? Vous savez, l'été à nos portes, c'est la période où il fait beau et c'est la période où il y a plus de candidats à l'immigration. Que doit-on faire à court terme pour arrêter ce drame? Moi, ce que je préconise, c'est tout simplement la surveillance déjà des côtes. Je sais qu'elles sont larges, c'est difficile à surveiller, et surtout que nos États n'ont pas les moyens. Mais continuer la sensibilisation, mais surtout de créer des emplois, parce que c'est possible. Moi, je n'ai jamais vu un président africain qui a fait de son credo la création d'emplois pour les jeunes. Ils le disent tous, mais ils n'en créent pas comme ils le proclament. On en parle beaucoup, oui, mais on en parle beaucoup, effectivement. Il n'y a pas beaucoup de résultats. Absolument. Il faut que les jeunes s'indignent. Il faut que les jeunes mettent la pression à leurs dirigeants pour effectivement qu'ils créent des emplois. Parce qu'on en a assez que ces jeunes-là quittent l'Afrique pour aller mourir dans la Méditerranée. C'est dramatique. Nous avons un responsable politique avec nous. Vous êtes député à l'Assemblée nationale du Mali. Est-ce qu'il est envisageable une forme de mobilisation des parlementaires maliens, puisqu'on a la chance de vous avoir, qu'il y ait une forme de mobilisation des parlementaires maliens contre ce phénomène qui vide le continent de sa jeunesse? On peut toujours essayer, mais de toute façon, nous nous sommes mobilisés sur ce front depuis plusieurs années. Mais je peux vous dire que c'est une entreprise extrêmement difficile. Elle est d'autant plus difficile que vous prenez un pays comme le Mali, et on n'a même pas une politique d'immigration. Et j'ai eu la chance d'interpeller plusieurs fois sous le régime d'Amadou Touré, à 2 reprises, le ministre des Affaires étrangères des Maliens de l'extérieur. J'imagine, aucun pays de la sous-région, aucun pays africain n'a une politique d'immigration. Et même si les dirigeants européens sont coupables de ce qui se passe aussi dans nos pays et chez eux-mêmes, on les voit au moins se bouger par rapport au phénomène migratoire dans leur pays et entre leur pays et d'autres pays. Mais on ne voit jamais un dirigeant africain s'indigner de cette situation et vouloir interroger la pratique. Avez-vous déjà, en tant que député, si vous ne l'avez pas fait, pouvez-vous prendre date avec nous aujourd'hui sur ce plateau pour interpeller le ministre de l'Intérieur malien à l'Assemblée nationale, mais aussi le ministre de la fonction publique et de l'économie sur la question migratoire, puisque votre pays est aussi touché? Mais je vous le dis déjà, j'ai fait trois interpellations sur le régime de ATT pendant mon mandat sur la question des migrations. Ibrahim Boubacar sur la question des migrations. Oui. Ce n'est pas à exclure et je dois le faire. Je dois le faire parce que je suis impliqué auprès des migrants depuis de longues dates, depuis la question des Algéco en France, des questions, c'était pas encore de papier, jusqu'aux attaques des Maliens en Angola, en Arabie Saoudite, etc. Je le fais et je vais continuer parce qu'une de mes responsabilités, c'est de voir la continuité de l'État et de poser le problème de la politique migratoire de notre pays. C'est très important, l'engagement que vous prenez ici. Mais je profite de votre plateau pour lancer l'appel aussi à des parlementaires africains qui seraient prêts à se joindre à nous, ou bien qu'on se joigne les uns les autres pour poser cette problématique-là. Parce que l'Afrique doit parler autrement. L'Afrique doit parler autrement, au-delà de ses dirigeants, et l'Afrique doit d'abord donner l'exemple, l'Afrique doit donner l'exemple d'être prêt. Les dirigeants doivent donner l'exemple d'être proches de leur population et de les protéger, mais en même temps, en ce moment, exiger de l'Europe le respect des populations africaines. Parce qu'il n'y a aucun respect. Prenez le cas de la Libye. Avant d'attaquer la Libye, qu'est-ce que les Européens ont fait? Ils ont envoyé des avions pour récupérer tous les citoyens de leurs différents pays qui étaient là-bas, et ils ont bombardé ceux des autres. Ça s'est passé en Libye. Il faut dire que les dirigeants africains n'étaient pas unanimes aussi sur la question. Ils ne parlaient pas d'une même voix. C'est aussi ça. Oui, mais dans tous les cas, qu'ils ne se parlent pas de la même voix par rapport à Kadhafi, je peux le comprendre. Mais que
Ces dirigeants ne s'est même pas dit interpellés pour protéger leurs citoyens. Ça aussi, c'est quand même difficile, c'est assez Monsieur gros. Sidibé, vous êtes enseignant-chercheur en relations internationales. Quel doit, encore une fois, il a dit, il faut une forte mobilisation sur le continent. Il a identifié le Parlement panafricain comme étant une structure qui peut être à l'avant-garde de cette lutte contre l'immigration clandestine, contre les drames dans la Méditerranée. Vous, à votre niveau en tant qu'enseignant-chercheur, qu'est-ce que vous pouvez ajouter aujourd'hui comme mesures préventives pour que l'Afrique cesse de se vider de sa jeunesse dont elle a besoin? Moi, je reviens à mon propos d'antan. Oui. C'est la création d'emplois. La création d'emplois. Et quand vous dites création d'emplois, précisez s'il vous plaît, parce qu'il ne faut pas créer d'emplois pour créer. Il faut des emplois viables. Il faut des emplois dont on peut vivre. Si vous créez... Je vois le problème en termes d'industrialisation. Mais c'est ça, c'est très important. Et aussi la mécanisation de l'agriculture aussi. Qui doit être un secteur qui peut absorber cette jeunesse. Et l'Afrique a des atouts dans ce sens-là. Alors, le plus jeune, donc... Et puis la coopération entre les pays africains. La coopération entre les pays africains, la coopération économique, au-delà des ensembles économiques qui sont dites, mais parce que la plupart de ces ensembles économiques sont plutôt liés au capital étranger. Et donc, ça ne fait pas profiter l'Afrique, justement, des ressources africaines. La responsabilité des politiques africaines est entière dans cette affaire. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que aussi 90% des flux, c'est au niveau à l'intérieur de l'Afrique. C'est très important ça. Donc, encourager cette immigration parce que la migration interafricaine est plus importante que celle vers l'Europe. Si vous rencontrez, vous, M. Gueye, demain, un jeune Sénégalais qui vous dit, voilà, j'ai 3 000 $ en poche, je vais aller en Europe, que lui répondrez-vous? Écoutez, je lui répondrai tout simplement qu'il y a énormément de jeunes qui ont réussi au Sénégal, qui ont réussi en Afrique et qui devraient réussir aussi au Sénégal. Maintenant, il y a des politiques à mettre en œuvre. Les États et les gouvernements doivent améliorer le cadre. En 2050, l'Afrique sera 25% de la population mondiale. Merci à vous, M. Gueye. Et moi, je vous dirai à vous qui avez encore un projet de partir en Europe, je vous dirai de renoncer aux embarcations de fortune. Même si c'est difficile d'obtenir le visa, essayez toujours. Vous finirez par l'obtenir et renoncez surtout à ces passeurs sans scrupules qui vous vendent l'illusion et la mort au fond de la Méditerranée. Merci à vous trois d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle que vous êtes le président de la plateforme internationale des réseaux jeunesse et francophones, M. Gueye. Ouais. Merci à vous. Merci, et Richard. M. Doudou Sidibé, vous êtes enseignant, chercheur en relations internationales. Merci à vous d'avoir été des nôtres et l'honorable... Je veux dire aussi que je rencontre la communauté malienne le dimanche à 17h30 à la mairie de Montreuil, à l'hôtel de ville. L'appel est passé, honorable Ouma Mariko, vous êtes député à l'Assemblée nationale, président du parti Sadi. Merci à vous trois d'avoir accepté mon invitation. Nous marquons une courte pause, on se retrouve dans un instant pour la troisième et dernière partie de notre émission consacrée au procès pour crime contre l'humanité de Simone Gbagbo, l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire. À tout de suite.